Nous abordons aujourd'hui un sujet très important, celui de l'attitude des paysans pendant la Révolution française. Alors, ce sujet m'est dicté en fait par plusieurs considérations. Et tout d'abord, les révolutions qui ont secoué le monde arabe ces 3 dernières années, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, et qui nous montrent que le phénomène révolutionnaire n'est pas simple à appréhender. Il n'est pas simple à appréhender, pourquoi? Parce que pendant une révolution, il y a plusieurs forces en présence, et que cette révolution révèle au cours du temps des contradictions entre les intérêts des uns et des autres, et que ceux qui, à un moment donné, prennent le dessus, dominent, se trouvent dépassés par les événements, par des forces sous-jacentes qui sont encore plus puissantes qu'elles. Voyez ce qui s'est passé récemment en Égypte, ou plutôt qui est en train de se passer en Égypte. Vous avez une première révolution qui a mis à bas le régime de Hosni Moubarak, qui est un régime militaire, une dictature. Il y a eu des élections qui ont amené majoritairement les frères musulmans au pouvoir, de manière tout à fait démocratique. Et puis, 1 an plus tard, tout est remis en question. Son successeur lui-même est fortement contesté et l'armée décide de remettre les choses en ordre sous la pression d'une partie importante de la population, mais qui, électoralement, était minoritaire 1 an plus tôt. Donc, lorsque nous allons étudier maintenant la Révolution française, mais en prenant l'angle particulier de la paysannerie, on va voir qu'il ne faut pas partir avec des préjugés, partir avec l'idée que l'on peut globalement appréhender le phénomène alors qu'il y a des tensions et que ces tensions vont s'exprimer en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais commencer par une introduction, donc grand 1, introduction, qui comprendra 2 parties. Une première partie où je vais tenter de définir le sujet, et une deuxième partie pendant laquelle je vais essayer de voir quels sont les plans possibles pour aborder un tel sujet. Alors, commençons tout d'abord par la définition. Lorsqu'on aborde un sujet, il s'agit, pour commencer, de définir les termes qui apparaissent dans le titre de la question posée. Le titre, plutôt la question, porte sur la paysannerie pendant la Révolution française. Première question, plutôt premier problème à résoudre en termes de définition, c'est celui de la paysannerie. Pourquoi aborder la Révolution française par ce biais-là? Eh bien, vous le savez, les paysans, encore au XVIIIe siècle en France, et je dirais dans la plus grande partie de l'Europe, constituent une part essentielle de la population. Quand je dis un peu partout, en fait c'est partout. En France, à la fin du XVIIIe siècle, 85%, vous entendez bien, des habitants du royaume vivent à la campagne, donc appartiennent à la population rurale.
Et sur ces 85% d'habitants, presque tous sont des paysans. Parce qu'effectivement, à la campagne, vous n'avez pas que des paysans, vous pouvez avoir également des artisans, des seigneurs, entre autres. Autrement dit, si l'on prend la totalité de la population française, à savoir 28 millions d'habitants à la veille de la Révolution française, entre 27 et 28 millions d'habitants, eh bien, 75% des habitants sont des paysans. Donc les 3/4 des Français sont des paysans. Il y a un peu plus de ruraux, comme je vous l'ai dit il y a un instant. Donc, aborder la Révolution par la lorgnette de la campagne, eh bien, c'est un point de vue tout à fait privilégié. On a trop tendance, lorsqu'on aborde les révolutions, de prendre le point de vue des villes. Et c'est vrai que la Révolution française s'est déroulée en grande partie à Paris, mais pas seulement à Paris. Pas seulement à Paris. Ensuite, il y a le problème des dates. J'ai choisi en fait des dates tout à fait traditionnelles, à savoir 1788 et 1799. Pourquoi ces deux dates-là? Autrement dit, une décennie. Pourquoi ces deux dates-là? 1788, eh bien parce que c'est le début de la fin, si je puis dire, avec une grande disette. Problème de climat et problème de récolte du blé. Donc pour les campagnes, 1788 s'impose dans tous les cas. Pourquoi 1799? Donc pourquoi ce terminus ad quem? Eh bien, parce que la Révolution, dans sa forme classique, est terminée. On pourrait dire que la Révolution française comprend également le consulat. Toutefois, le consulat appartient plutôt à l'époque qui suit, puisque le consulat ne fait qu'annoncer l'Empire. Donc un autre régime, un régime de type monarchique. La période de la Révolution française comprend, vous le savez, une première période qui est celle de la monarchie constitutionnelle, de 1789 à 1792, puis une période de radicalisation qui connaîtra son point culminant en 1793-94, c'est ce qu'on appelle l'an 2, l'époque de la terreur, et puis enfin, de 1794 à 1799, l'époque du Directoire. Ça, ce sont, je dirais, les balises politiques qui reviendront, bien entendu, dans le cadre de mon exposé. Alors, en ce qui concerne les termes chronologiques, je vous ai donné donc le point de départ, le point d'arrivée. À l'intérieur de cette période, outre, je dirais, la chronologie purement politique que je viens d'évoquer, il y a, selon Georges Lefebvre, qui est un grand historien de la Révolution française, et je vous montrerai tout à l'heure le classique qu'il a écrit à ce sujet, pour Georges Lefebvre, il y a non pas une révolution française, mais il y en a 3, voire 4. Il y a la révolution, ou la pré-révolution aristocratique. Il y a ensuite la révolution bourgeoise. En troisième lieu, il y a la révolution populaire dans les villes, et en particulier à Paris. Et enfin, et Georges Lefebvre insistait beaucoup là-dessus, il y a la révolution paysanne. Alors maintenant, quel plan adopter? Quand on a un sujet d'histoire comme celui-ci, il faut évidemment se défier d'un certain nombre de pièges en abordant les choses d'un point de vue purement thématique.
ou purement chronologique. Moi, je propose ici de joindre deux approches, ou plutôt de faire intervenir deux temps de l'histoire qui sont les aspects structurels de la révolution relatifs à la paysannerie et ensuite les aspects conjoncturels. Ce que l'on appelle les aspects structurels, ce sont ceux qui relèvent du temps long, qui sont liés aux permanences, ici en l'occurrence dans le monde paysan. C'est l'armature de ce monde paysan. Quant aux aspects conjoncturels, ils varient en fonction de différents facteurs et se succèdent à un rythme plus ou moins rapide. En tout cas, ils appartiennent au moyen terme, voire au temps court. Alors, abordons maintenant, point 2, le sujet en tant que tel. Donc, j'indique ici le sujet. Alors, je vais successivement étudier je vais successivement étudier la chronologie, mais voir surtout que cette chronologie est révélatrice de rapports de force et de contradictions au sein même de la politique de l'époque. Alors, première période, et là on est dans le temps long, donc je suis dans cet aspect structurel que j'évoquais il y a quelques instants. Il faut effectivement remonter aux structures dans les campagnes à la fin de l'Ancien Régime pour aborder évidemment la période révolutionnaire. Donc, vous indiquez mise en perspective. Dans le temps long de la paysannerie. Donc c'est la période qui précède 1789. Autrement dit, ce sont les dernières décennies qui précèdent la Révolution française. Alors, cette période est marquée par un certain nombre de caractéristiques. Tout d'abord, sur le plan géographique. Il ne faudrait pas considérer le royaume de France, du point de vue d'histoire rurale, comme un tout. En effet, il faut distinguer le nord de la France, qui est une région de grosses fermes, et d'autre part, le sud de la France, qui est une région où domine la petite propriété et les métairies. Autrement dit, les locataires des terres. Vous savez qu'un métayer partage le fruit de ses récoltes pour moitié avec le propriétaire de la terre. Alors, autre élément, il faut savoir que à la fin de l'Ancien Régime, il y a eu une contre-offensive ou une réaction, je dirais, de l'aristocratie foncière face à la conjoncture. Et enfin, dans un temps très court, en 1788-1789, sévit plutôt un mauvais climat qui conduit à des révoltes désastreuses menant elles-mêmes à la disette. Deuxième temps.
Pendant cette période, il faut mettre en évidence le fait que, d'une part, il y a des grands espoirs qui naissent après une période de panique et de désordre. Donc, j'indique ici du désordre ou de la panique à l'adhésion à la Révolution. Dans le monde paysan, puisque c'est le point de vue que j'ai décidé d'aborder ici. Ça couvre la période 1788-1792. Ne vous étonnez pas si ma chronologie, et c'est conscient, c'est volontaire, se chevauche à certains moments. Donc vous voyez ici, j'ai dit jusqu'en 1789, ici 88 à 92. Vous allez voir que dans le point suivant, je serai de 90 à 92, puis on va passer 93, 94, et puis 94, 99. Alors, cette période est d'abord marquée par une grande panique. Pendant l'été 1789, et surtout au mois de juillet, se déroule ce qu'on appelle la Grande Peur dans les campagnes. En effet, les paysans sont un petit peu, même plus qu'un petit peu, perturbés par les événements de Paris. Leur monde est en train de bouger, et plus que bouger, c'est la terre qui tremble. C'est un véritable séisme. Les rumeurs les plus folles circulent dans les campagnes. On parle également des accapareurs, ceux qui ont stocké le grain pour en faire monter le prix pendant la période de la soudure, c'est-à-dire la période entre le moment où on a récolté et d'autre part le moment où on a épuisé plutôt les récoltes de l'année qui précède et d'autre part le moment où on va commencer à moissonner. Mais les choses vont se débloquer, et la Grande Peur joue évidemment un rôle essentiel en juillet 89, c'est que les paysans, de cette manière, font pression, consciemment ou inconsciemment, sur ce qui se passe à Paris. Et la nuit du 4 août, voyant ce qui se passe dans les campagnes, on abolit les droits féodaux. Toutefois, il faudra attendre encore 3 ans, le mois d'août 1792, pour que cette abolition soit réelle. Parce que dans un premier temps, il sera seulement question de rachat des droits seigneuriaux, et pas d'une abolition pure et simple. D'où pendant 3 ans des tensions dans le monde paysan. On passe maintenant à la 3e période. C'est celle où interviennent un certain nombre d'éléments qui s'ajoutent à ce que je viens de dire et qui vont perturber le processus révolutionnaire et l'adhésion que les paysans pouvaient avoir face à la Révolution. Donc, vous indiquez ici éléments concomitants, perturbateurs et concomitants, de ce qui précède, et ça couvre essentiellement la période 1790-1792. Donc, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas s'étonner du chevauchement
des différentes dates qui sont reprises dans le cadre de ma chronologie. Tout d'abord, sur le plan politique. Il est connu que les paysans, même s'il y a beaucoup de préjugés derrière tout ça, les paysans sont plutôt conservateurs. Le mouvement se passe essentiellement dans les villes en général. La nouveauté, ce qu'on appelle les noveltés à l'époque. Et pendant ce processus, cette période révolutionnaire, qui correspond en gros, je dirais, à la période de la monarchie constitutionnelle, un certain nombre de décisions vont être prises et il y a réorganisation de la carte du royaume, des départements vont être créés avec de nouveaux fonctionnaires et l'on remarque que les paysans qui avaient participé massivement dans l'époque précédente aux élections commencent à réchigner à se rendre aux urnes. Ça, c'est le premier élément sur le plan politique. Alors, sur le plan religieux, maintenant, les biens du clergé ont été nationalisés, enfin, plus exactement, ont été, sont devenus des biens nationaux qui eux-mêmes, après avoir été nationalisés, vont être vendus auprès de la population. Bien entendu, ce sont les paysans les plus riches, les gros fermiers, ou les bourgeois des villes qui investissent dans la terre, qui vont racheter les biens du clergé. Ou les biens, bientôt, des aristocrates qui sont partis de France et qui ont émigré de l'autre côté du Rhin. Donc il y a un mécontentement de la petite paysannerie. Donc, cette mesure qui constitue le plus gros transfert de propriété dans l'histoire de la France ne résout pas le problème de la très grande majorité des paysans. C'est la bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie rurale qui profitent de ce transfert de propriété. Je dis le point de vue religieux, j'aurais pu dire le point de vue économique et social, ça aurait été peut-être plus clair. Mais là, cette fois-ci, vraiment dans le domaine religieux, ce sera le troisième point, vous avez une mesure importante qui va être prise, c'est l'obligation pour les membres du clergé de prêter le serment constitutionnel, c'est-à-dire de manifester officiellement, légalement, sa fidélité, sa loyauté au nouveau régime. Ceci va diviser la France en deux. Dans certaines régions, en particulier dans le bassin parisien, cela ne posera pas de problème. Le serment va être prêté par les prêtres et la population va adhérer à cette mesure. En revanche, dans l'ouest de la France ou dans le nord-est, il n'en sera pas de même.
Et donc un premier clivage apparaît. Reste-t-on fidèle à l'ancien régime dans lequel les prêtres, ou la religion plutôt, légitimaient le pouvoir, mais l'ancien pouvoir, ou entre-t-on dans un nouveau système où là aussi il y a légitimation du pouvoir par l'Église, mais dans le cadre d'un tout autre registre? Enfin, dernier élément, après les trois éléments précédents, donc vous vous souvenez, je vous ai d'abord parlé des aspects, comment dirais-je, politiques, étatisation, réorganisation de l'État. Ensuite, je vous ai parlé de la vente des biens nationaux, qui ne plaît pas évidemment à la grande masse de la population. Plutôt, la vente des biens nationaux plaît, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des biens mis sur le marché. Troisième élément, c'était donc le serment constitutionnel. Quatrième élément, maintenant, c'est la guerre. Alors, la guerre, qui est déclenchée par l'extérieur, par l'étranger, par la Prusse, par l'Autriche, qui est demandée par une faction au sein de l'Assemblée constituante, c'est-à-dire ou législative, c'est-à-dire par les Girondins, alors que les Jacobins vont vouloir, eux, surtout dans la phase suivante, se centrer sur les problèmes intérieurs, estimant qu'au fond c'est une dépense d'énergie, comment dirais-je, pas superfétatoire, mais en tout cas une dépense d'énergie, j'essaie de trouver le mot, qui apparaît un petit peu comme du luxe à ce moment-là, alors que les vrais problèmes sont à l'intérieur. Eh bien, la guerre nécessite une levée massive d'hommes, et cette levée massive d'hommes n'utilise plus le système antérieur, qui était essentiellement celui du mercenariat, et ce nouveau système, c'est la conscription obligatoire. Alors de quoi s'agit-il? Dorénavant, tous les individus d'une classe d'âge donnée devront participer donc à la défense du territoire. Vous pensez bien que pour des paysans qui ont besoin de tous leurs bras au moment des semailles, au moment des moissons, au moment des vendanges, ou pour élever leurs troupeaux, eh bien, c'est quelque chose qui est très mal vu. Et par conséquent, toute une partie du territoire, en particulier l'ouest de la France, va s'opposer à cette mesure. C'est à cette époque également que l'on va voir les Vendéens, qu'on appelle aussi les Chouans, enfin, même si les termes se sont succédés, qui vont s'opposer au pouvoir central de Paris. Et ceci va intervenir encore plus dans la période qui suit. Donc je passe au point 4, que j'intitule « Les contradictions de l'an 2. 1792, 93, 1794. Oui. Alors, le calendrier révolutionnaire est mis en place après la proclamation de la République. Le 20 septembre, après la bataille de Valmy, la République est proclamée, donc la royauté est abolie, et pour marquer symboliquement
le passage d'une ère à une autre, pour marquer clairement le passage de l'ancien régime au nouveau régime, pour montrer que l'on est maintenant dans une époque révolutionnaire où tout va changer, on change de calendrier, comme, je dirais, comme s'il s'agissait d'une ère religieuse. Ceci dit, l'ère chrétienne a été inventée bien après la naissance de Jésus-Christ, puisque c'est seulement au 5e siècle, 4e, 5e siècle, que l'on va mettre au point le calendrier chrétien. Et bien là, rapidement, un nouveau calendrier se met au point. Ce calendrier comprend 12 mois, mais les années, et je ne vais pas rentrer ici dans le détail, commencent à partir du 21 septembre 1792, ce sera l'an 1, qui couvrira une année, donc 12 mois, jusqu'au 21 septembre 1793. Donc l'an 2 couvre la période fin septembre 1793 jusqu'à la mi-septembre 1794. Tout à fait logiquement. Alors, c'est le moment, je dirais, le point chaud de la Révolution. Le moment vraiment où la Révolution culmine. C'est l'époque de Saint-Just, de Danton, de Robespierre, toutes ces figures célèbres dans l'histoire révolutionnaire. Et pendant cette période, des contradictions se révèlent. Alors tout d'abord, parce que ceux qui sont au pouvoir en France à ce moment-là, à Paris, je pense en particulier au comité de salut public, ce sont en fait des bourgeois révolutionnaires, mais des bourgeois quand même. C'est la bourgeoisie montagnarde. On les appelait montagnards parce qu'ils siégeaient sur les bancs qui se trouvaient en haut de l'Assemblée. Donc ces gens, comme Robespierre et d'autres, Saint-Just, prennent des mesures qui sont, je dirais, qui se veulent démocratiques, et ces mesures, dans la mesure où elles veulent toucher et être profitables au plus grand nombre, mais ces mesures, en fait, ne proviennent pas de petits bourgeois et encore moins des paysans. Les petits bourgeois, d'ailleurs, qui tenaillent cette bourgeoisie montagnarde, à savoir les sans-culottes parisiens, eh bien, ces petits bourgeois vont contester dans la rue un certain nombre de mesures et seront l'aiguillon, comme je le disais il y a un instant, constant pour que la révolution se radicalise. Mais parmi les mesures qui concernent la paysannerie, parce qu'il ne s'agit pas ici de refaire toute l'histoire de la Révolution, il y a la décision de découper plutôt les terres résultant de la vente des biens nationaux en lopins plus petits, ce qui permet aux petits paysans de pouvoir les acheter quand il s'agissait de grandes propriétés. Seuls les gros fermiers et seule la bourgeoisie, les bourgeois des villes, pouvaient se permettre d'acheter des dizaines et des dizaines d'hectares. Dorénavant, la petite paysannerie va pouvoir s'en tirer. Toutefois, il y a des mesures qui sont proposées, par exemple, par Saint-Just, ce sont les lois de Ventose, ne pourront pas être votées. Celui-ci, effectivement, voulait séquestrer tous les biens des suspects et les partager entre tous les miséreux. Et je peux vous dire que les miséreux dans les campagnes étaient nombreux. En tout cas, il y a abolition, je vous en ai déjà parlé, il n'y a plus du tout de droits féodaux, il n'y a plus de droits seigneuriaux, et ça, effectivement, c'est un plus, incontestable. Alors,
Sur le plan religieux, je vous ai expliqué tout à l'heure que la France était divisée en deux. Hein, ceux qui adhéraient à l'idée de la constitution civile du clergé et ceux qui n'y adhéraient pas. Ici, il y a un nouvel phénomène qui est la déchristianisation programmée par le pouvoir central. Et cette déchristianisation qui va culminer avec le culte de l'être suprême, initié par Robespierre, eh bien, va commencer à avoir ses effets dans les campagnes. Sur le plan politique aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vie politique dans les campagnes est très active. En effet, il n'y a pas qu'à Paris ou dans les grandes villes que l'on trouve des sections politiques. Dans les villages également, il y a des clubs, l'équivalent de clubs qui se créent, où l'on discute beaucoup et fermement de ce qui se passe à Paris, des décisions qui sont prises. Tout cela pour vous dire au fond que, face au pouvoir central, et c'est pour ça que je parle de contradiction, il y a d'une part des mesures qui vont dans le sens de ce que souhaite la petite paysannerie, mais il y a aussi des mesures qui déplaisent à la paysannerie. Et là, je reviens à la période précédente, c'est le problème de la conscription. C'est le problème de la levée des impôts, dont je ne vous ai pas encore parlé. Qu'est-ce qui déplaît le plus à la population générale? Mais c'est que l'on lève des impôts et c'est de devoir faire la guerre. Or, nous sommes dans une période où l'État jacobin, a besoin de beaucoup d'argent pour faire la guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Donc, tous ces jeunes paysans doivent partir, se battre, et en plus de ça, tous les gains qui peuvent être acquis à la suite de la vente des surplus éventuels pendant à la suite des moissons, eh bien tout cela disparaît sous forme d'impôts ou de réquisitions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté des impôts, il y a aussi des réquisitions pour l'armée. Je passe à la cinquième et dernière période, que l'on pourrait qualifier soit de retour à l'ordre, ou de désordre généralisé. Alors, je vais expliquer évidemment ces deux termes. Ça couvre donc la période 1794-1799. Alors, 1794, vous connaissez certainement la révolution thermidorienne, c'est-à-dire qu'à la fin du mois de juillet 1794, Robespierre et ceux qui dirigeaient la France à ce moment-là sont mis en minorité grâce aux voix de la plaine, c'est-à-dire le Marais, c'est-à-dire la majorité des députés à l'Assemblée qui s'étaient tus jusqu'alors. Il est guillotiné, ou plutôt ils sont guillotinés, et un nouveau régime va se mettre en place. Il mettra encore un an pour se mettre en place. Il faudra encore attendre un an. Hein? Et après un an, après cette révolution thermidorienne, oui, Thermidor c'est le nom du mois pendant lequel ces événements se passent. Hein? Donc pendant l'été, il y a 3 mois qui se succèdent. Il y a tout d'abord Messidor qui correspond à la fin du mois de juin et à la plus grande partie du mois de juillet. Puis vous avez Thermidor, en gros c'est le mois d'août. Et puis finalement vous avez Fructidor, hein, qui correspond en gros au mois de septembre. Sauf qu'il faut chaque fois retenir que ça va
du 21, dans chaque mois au 21 du mois suivant, un petit c'est le moment où l'on recueille les fruits, si vous voulez. Alors, donc, à la suite du renversement du pouvoir jacobin, de ce qu'on va appeler plus tard la terreur, même si l'expression est un petit peu exagérée, mais pas trop quand même, parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de gens qui ont été à ce moment-là guillotinés ou noyés, parce que ça se fusillés, ça s'est fait suivant des modes différents, se met en place donc un pouvoir, je dirais, bourgeois. Un pouvoir bourgeois, donc le petit peuple est mis sur le côté, et quand je dis retour à l'ordre, ça veut dire que c'est les gros fermiers, la bourgeoisie rurale qui va occuper des places importantes dans l'administration locale. Se met en place une sorte de république de notables ruraux. Et il n'y aura plus, pendant cette période, l'agitation révolutionnaire de la période précédente, où je vous avais dit que dans les campagnes, plutôt dans les villages, on discutait ferme, en tout cas dans certains d'entre eux, politique. Donc là, retour à l'ordre, c'est la bourgeoisie rurale qui prend le pouvoir. Mais, vous voyez ici la conjonction où, c'est une période également où le mouvement agraire, le mouvement paysan perd de sa force. Il n'y a plus l'agitation dans les campagnes qui avait été par exemple celle du début de la Révolution. Je vous ai parlé de la Grande Peur de juillet 1789. Et c'est une période où sévit le brigandage et où la mendicité devient très importante. Par conséquent, si je devais résumer maintenant et conclure mon sujet, je dirais que, d'une part, voire deux points, d'une part, ce qui était favorable à tout le monde, sauf à l'aristocratie et à la bourgeoisie qui disposait de droits seigneuriaux, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les droits seigneuriaux étaient souvent entre les mains de la bourgeoisie urbaine. C'était souvent des bourgeois qui étaient seigneurs, hein, il n'y avait pas que des aristocrates. Eh bien, à part ces populations-là, ce groupe social-là, la suppression des droits seigneuriaux a été quelque chose de favorable à une très grande majorité de la population. Donc ça, c'est un acquis incontestable pour la paysannerie. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Vous pouvez noter avec une croix rouge en regard, hein, la suppression des droits féodaux est profitable à la grande majorité de la population rurale. Deuxième élément dans ma conclusion, c'est que la société française, au lendemain de cette décennie révolutionnaire, va se trouver bouleversée, et je dirais pour plus d'un siècle. Car les structures mêmes, les structures sociales des campagnes ne seront plus les mêmes. Je vous ai parlé, il y a quelques minutes, de l'importance des notables sur le plan politique. Et il ne faut pas oublier que la France est restée rurale, je dirais, jusqu'à pratiquement la Deuxième Guerre mondiale. Jusqu'en 1914, 50% des Français vivaient encore à la campagne, jusqu'à la Première Guerre mondiale. La France est restée très longtemps un pays rural, malgré son industrialisation. À l'heure actuelle, il n'y a peut-être plus que 4%
ou 3%, je crois, de Français qui vivent des ressources de la terre. Mais au XIXe siècle, la France est un pays rural. Et ce sont, je dirais, toutes ces contradictions de la société française en pleine industrialisation du pays qui vont expliquer en grande partie ces soubresauts politiques que l'on va avoir à l'époque après la chute de l'Empire, 1830, 1848, l'arrivée du second de Napoléon III, 1870. La Troisième République est encore une république rurale, il ne faut pas l'oublier. La Troisième République, donc, qui s'étend de 1870 à 1940, donc jusqu'à Pétain. Et on peut même dire que le régime mis en place par le maréchal Pétain entre 1940 et 1944, c'est un régime conservateur qui exprime les intérêts d'une France rurale, conservatrice, très attachée à la religion catholique. Donc vous voyez qu'il y a eu une évolution de la France pendant 150 ans qui a été en dents de scie entre les tenants d'une société progressiste, je ne dis pas sur le plan moral, quand je dis progressiste, c'est dans le sens d'une société allant vers la modernisation de ses outils de production, autrement dit l'industrialisation, et d'autre part, les résistances constantes du monde rural. Vous avez compris l'intérêt du sujet, je n'y reviens pas. J'ai expliqué tout au début de ce cours que ce n'est pas seulement la paysannerie en tant que force sociale essentielle, au moins numériquement, sur le plan démographique en France, dont il s'agissait ici de montrer l'attitude, les actions, les réactions pendant la Révolution. C'est au-delà de cela de vous montrer qu'une révolution, c'est quelque chose de multiple, qu'il s'agit d'appréhender de manière subtile. On ne peut pas dire la Révolution française fut une révolution bourgeoise. Bien entendu qu'il y a du vrai dans cela, incontestablement. Je vous ai parlé de ce fameux transfert de propriété massif. Mais il ne faut pas oublier, et je crois que Georges Lefebvre avait tout à fait raison d'y insister, qu'il y a cette révolution paysanne à côté de la révolution bourgeoise, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, la révolution de Robespierre, de Saint-Just, et la révolution des masses populaires à Paris, parmi lesquelles, bien entendu, on trouve les sans-culottes. Il me reste à, les sans-culottes, ce groupe étant constitué essentiellement de petits commerces, de petits artisans, si je puis dire, à Paris, et qui étaient très politisés. Il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages qui pourront servir de lecture complémentaire et vous permettront peut-être, si le cœur vous en dit, pendant les vacances, ou même pour préparer des cours, lorsque vous serez vous-même enseignant. Voilà. Alors, vous avez tout d'abord, pour l'histoire de la France rurale, un ouvrage paru au Seuil. Il est édité maintenant dans une collection de poche, sous la direction de Georges Duby et d'Armand Vallon. Je vous ai apporté ici le volume qui couvre les temps modernes. Plus exactement, il va du XIVe siècle au XVIIIe siècle. Le tome suivant, c'est-à-dire le tome 3, couvrant évidemment la période révolutionnaire du XIXe siècle. Alors, d'Albert Soboul, La civilisation de la Révolution française, il faut prendre le tome 1, paru chez Artaud, qui est consacré à la crise de l'Ancien Régime. Donc, pour la première partie de mon exposé. Alors, il y a près de 200 pages, les 200 premières pages sont consacrées au monde paysan à la fin du XVIIIe siècle. Albert Soboul est un historien marxiste.
Alors, publié par le Centre d'études et de recherche marxiste, un ouvrage de débat sur le féodalisme aux éditions sociales. Dans la même veine, dans la petite collection Maspero, deux ouvrages qui ont pour directeurs Maurice Dopp et Paul Suisy, du féodalisme au capitalisme, problème de la transition. De Jean Nicolas, une mise en perspective du monde paysan, des rébellions, des révoltes dans le monde paysan, la rébellion française, 1661, donc c'est la date de l'avènement de Louis XIV, à 1789. C'est un gros livre en folio histoire. C'est un ouvrage qui fait 1000 pages. Georges Lefebvre, je l'ai cité tout au début de mon exposé en introduction et à nouveau en conclusion, un ouvrage classique, La Révolution française aux presses universitaires de France. Alors, ça c'est la dernière synthèse parue en France par un professeur qui enseignait à la Sorbonne, de Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française chez Perrin. Ça a paru dans le dernier trimestre de 2012, donc il y a juste un an. Alors là, c'est évidemment l'ouvrage à lire sur la Révolution française. Alors, si vous cherchez des documents sur les cahiers de doléances, je vous conseille vivement un petit ouvrage présenté par Pierre Goubert et Michel Denis dans la collection Archives chez Junliard, 1789, les Français ont la parole. Ce sont en fait des documents d'époque commentés par ces deux historiens. De Jacques Solé, La Révolution en question. Alors là, je vais vérifier, il y a de très nombreuses questions, je ne sais pas combien, il y a peut-être une cinquantaine de questions, et ça a paru donc au Seuil, dans la collection Point. Alors je vous conseille évidemment le chapitre, la question qui s'intitule « Les soulèvements ruraux de 1789 constituent-ils une révolution paysanne originale et autonome ?» D'Albert Soboul, l'historien marxiste dont je vous ai parlé, qui enseignait aussi à la Sorbonne, Problème paysan de la Révolution, 1789-1848, chez Maspero. C'est un ouvrage qui m'a bien sûr servi pour préparer cette leçon. De Paul Bois, Paysan de l'Ouest, dans la collection Chants Flammarion. Alors là, il y a une grande partie de l'ouvrage, j'essaie de retrouver la table des matières. Voilà, la deuxième partie de cet ouvrage est consacrée, la deuxième partie, c'est-à-dire presque tout le livre, de la page 89 à la page 360, est consacrée donc aux paysans pendant l'époque révolutionnaire. Et je vous ai dit l'importance que l'Ouest avait en tant que lieu de contre-révolution. Alors, sur le phénomène de la déchristianisation, La Révolution contre l'Église de la raison à l'être suprême, de Michel Vauvel, aux éditions Complexes. Et du même, Religion et Révolution, la déchristianisation de l'an 2, chez Hachette. Enfin, de Maurice Agulon, La République au village, qui porte pour sous-titre « Les populations du Var », vous savez, c'est un département qui se trouve dans la Provence, hein, les populations du Var de la Révolution à la Deuxième République.
Donc cet ouvrage paru au Seuil dans la collection Univers historique est intéressant puisqu'il permet de voir l'évolution du monde paysan dans un département du sud de la France, donc la région du Midi. Donc dans la première moitié, à la fin du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle. J'ai dit